Bon, bonjour, bienvenue pour ce dernier cours. Donc, dans ce dernier cours de cette dernière partie, donc on va conclure puis ouvrir sur un domaine lié qui est, que je vais présenter très rapidement après, mais qui est en gros qu'est-ce qu'on peut faire une fois que nous aurons plusieurs ordinateurs quantiques. Okay. Alors, commençons par la conclusion. Je me suis dit que j'allais changer l'ordre. Donc, qu'est-ce que nous avons abordé au cours de cette année? Nous avons d'abord une première série de cours qui nous a permis de comprendre un peu le modèle mathématique du calcul quantique. Et la particularité de cette partie, c'est qu'elle correspondait à une technologie existante. Donc, quasiment tout ce qu'on a présenté est déjà développé, voire même industrialisé. Donc, il y avait ce qu'on peut faire effectivement avec juste des bits quantiques isolés. Et nous avons parlé de cryptographie, et puis on a vu un séminaire qui nous a parlé de ce qu'on pouvait développer actuellement en pratique avec des communications quantiques de plusieurs centaines de kilomètres, y compris par satellite. On a vu ce qu'on pouvait faire ensuite lorsqu'on avait plusieurs bits quantiques considérés simultanément, et avec quelques qubits ensemble, on pouvait faire des choses plus évoluées, la cryptographie, la téléportation. Et on a vu en séminaire comment on pouvait certifier des nombres aléatoires. Ensuite, on a considéré ce qu'on pourrait faire avec une technologie qu'on appelle, alors j'ai mis les termes quantiques parce que ce sont des termes qui commencent à être utilisés un peu dans les journaux, donc LSQ. Ce qu'on pouvait faire avec une technologie qui est passée à l'échelle. Voilà, donc on a vu nos premiers algorithmes dans le modèle de circuit. On a vu comment les représenter, comment programmer, comment optimiser les circuits. Puis on a vu deux classes d'algorithmes. Une première assez spécifique qui permettait d'avoir des gains exponentiels. Donc il y a eu ces grandes classes de problèmes qui s'appellent les problèmes du sous-groupe caché. Donc en gros, chercher la période d'une fonction. Et on a vu toutes les applications qui étaient liées à ça, y compris attaques de systèmes cryptographiques à clé publique qui sont utilisés actuellement. Puis deuxième catégorie d'algorithmes, moins spectaculaire parce que les gains sont pas exponentiels mais polynomiaux, mais dont les applications sont sans doute plus grandes et avec des techniques, des cadres algorithmiques un peu génériques qui permettent de montrer comment, lorsqu'on programme dans ce cadre-là de façon classique, on peut avoir un gain automatique de façon quantique. Donc ensuite, on a les deux derniers cours s'intéressent donc à ce qu'on appelle l'ère NISQ, donc ce qui est en train d'arriver. C'est pas très grand, il y a pas mal de bruit, mais peut-être qu'on peut faire des choses avec cette technologie. Donc, on a vu, donc, parmi les applications sans doute qu'il va y avoir de cette technologie, il y a ce qui est la simulation en fait, de systèmes physiques, qui est la réponse à la question de Feynman. Et on a vu aussi un séminaire sur les applications de ces simulations en termes d'apprentissage quantique. Et bien sûr, l'étape entre les deux, c'est la résolution très rapide de systèmes linéaires. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est le pendant de ça, c'est au fond qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qu'on peut faire de façon classique sans avoir besoin d'ordinateur quantique et où on en est un peu de l'expérience qui va permettre de faire une tâche quantique qui ne sera pas possible de faire de façon classique. Et donc les limitations qu'on a démontrées ici sont en lien avec ces algorithmes à gains polynomiaux. Voilà. Bien sûr, il y a des gains exponentiels ici, donc qui sont avérés, et essentiellement, on a vu à quel point tout ce qu'on a fait ici, ces gains polynomiaux sont inévitables, on ne pourra pas avoir de gains exponentiels pour cette classe d'algorithmes. Néanmoins, les gains polynomiaux en pratique sont très importants. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc après, alors j'ai inventé le nom, alors DSQ, je ne sais pas si ça sera repris, c'est de façon distribuée. Imaginons que nous ayons des ordinateurs quantiques accessibles dans le cloud. Alors ça commence à arriver, mais des ordinateurs vraiment grande échelle. Puis imaginons qu'on en ait plusieurs, donc faisons du calcul distribué quantique. Qu'est-ce qu'on pourra faire de tout ça? Donc question de rêver un peu. Et le séminaire lié des lames cachées-phi sera considérer un peu le calcul quantique en tant que service, donc de type Internet ou cloud.
Donc, qu'est-ce qu'en fait, on n'aura pas abordé? Parce qu'il y a des choses que nous n'aurons pas abordées. La première partie, c'est quelque chose qui est au fond peut-être un peu à la mode, mais sur des fondements heuristiques, expérimentaux. Donc, j'appelle les heuristiques algorithmiques. Donc, j'ai mis quelques mots-clés ici. Donc, on entend parler de QAOA ou de Quantum Functional Circuit. C'est une forme un peu empirique, représentant presque à du deep learning, de construire un circuit quantique avec des angles qu'on ne cherche pas à deviner à l'avance ou optimiser à l'avance, mais on essaye et on améliore ces angles au fur et à mesure par itération, en regardant les sorties de notre circuit quantique, en mesurant la qualité de nos angles et en calculant de nouveaux angles. C'est complètement empirique, mais ça l'est de moins en moins. Il commence à y avoir des résultats prouvés. Pour la petite histoire, il y a eu un meilleur algorithme pour max cut, donc c'est un problème de graphe qui a été démontré. Donc les gens étaient très excités par cette nouvelle. Et puis très rapidement, il y a eu en fait un algorithme classique qui faisait aussi bien, voire mieux. Donc là, il y a une stimulation classique quantique qui est vraiment très intéressante et enrichissante. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, tous les concepts algorithmiques qu'il y a derrière ces heuristiques, je les ai enseignés, donc vous pouvez aller lire cette littérature et vous pourrez la comprendre sans problème. D'autres concepts connexes qu'on n'a pas abordés, donc ce que j'appelle, qui sont sans doute nécessaires pour construire des ordinateurs à grande échelle, sont en lien avec la théorie de l'information, des concepts aussi en lien avec ce qu'on appelle de preuves quantiques, comment prouver quelque chose à quelqu'un de façon quantique. Donc il y a un concept aussi lié qui est l'argent quantique. Et ce qui est bien sûr très très important sont les codes correcteurs quantiques. Donc ça c'est un domaine très très actif avec de très beaux résultats. 2 résultats l'année dernière ont permis des progrès extraordinaires. Et l'amélioration de ces codes sont nécessaires pour construire un ordinateur qui résiste au bruit. Donc là, j'ai représenté schématiquement, c'était très joli, ces bouteilles de Klein qui est utilisée pour construire un nouveau code correcteur cette année. Et bien sûr, tout ce qui est la programmation. Donc j'en ai parlé un petit peu juste pour montrer quelques algorithmes, mais je n'ai pas abordé ici les problématiques de langage de programmation, de compilation, optimisation, et bien sûr de vérification qu'un programme fait ce qu'on souhaitait. Et enfin, dernier axe que je n'ai pas présenté, mais pareil, alors ce deuxième axe, ces concepts nécessitent du travail. Voilà. Il faut apprendre un peu pour rentrer dans ce domaine. On a les concepts de base avec le cours, mais il faut apprendre un peu plus. Deuxième partie, vous avez les concepts de base pour lire. Et alors j'ai appelé ça NQA pour Non-Quantum Application. C'est toute la méthodologie, toutes les mathématiques qui ont été développées pour comprendre les algorithmes et la complexité quantique sont des nouveaux outils pour avoir de nouveaux résultats, de nouvelles techniques de preuve pour des problématiques qui ne touchent pas l'ordinateur quantique. Donc certains sont de nouveaux résultats de complexité, on l'a vu, de nouveaux algorithmes qui sont déquantisés. Il y a aussi des résultats en code correcteur classique qui ont été démontrés grâce aux techniques de communication quantique que nous allons développer aujourd'hui. Aussi en combinatoire, algèbre, et bien sûr en physique. Donc en algèbre, il y a des conjectures qui ont été réfutées ou prouvées grâce aux techniques de calcul quantique. Donc, ces thèmes, je ne les ai pas abordés, mais donc vous pouvez maintenant les considérer et vous y pencher. Et je suis un défenseur de cette dernière application, parce que même si nous avons un obstacle à la construction d'un ordinateur quantique un jour, cette partie-là donc résistera. Alors souvent aussi, j'ai une question qui est récurrente, c'est combien d'algorithmes existent-ils ? On dit voilà, il y a Grover, Shor, et puis. Alors, je vais juste donner des chiffres. Donc, il y a un zoo d'algorithmes quantiques qui est maintenu par Stephen Jordan, qui est maintenant chez Microsoft, et relativement mis à jour. Donc, ça prend un petit peu de temps pour mettre à jour, mais il y a des entrées de 2020 et 2021. Et donc, il y a 62 entrées, donc 62 classes d'algorithmes, si vous voulez.
et qui font référence donc, à 130 publications. Et j'ai mis ici les quatre catégories. Donc on a vu la première, hein, c'est le problème du sroup caché, les problèmes à Oracle, on en a parlé, l'approximation simulation, simulation d'hamiltonien, et la dernière, on en a parlé aussi. Alors, une autre question qu'on me pose souvent, c'est d'où viennent les accélérations quantiques? Alors, schématiquement, est-ce que ces accélérations viennent du nombre exponentiel de configurations possibles? Donc, la réponse courte est non. Quand vous faites du calcul probabiliste, vous avez des probabilités sur un nombre exponentiel de configurations. En revanche, ils viennent de l'enchevêtrement, c'est-à-dire que le fait qu'on ait des dépendances entre qubits, ces dépendances quantiques sont beaucoup plus fortes que les dépendances probabilistes, et entre autres à cause des nombres négatifs. Est-ce que la supériorité, donc on parle de nombres négatifs dans les amplitudes, est-ce qu'elles viennent des nombres complexes? La réponse est non. En fait, on n'a pas besoin de nombres complexes. Au fond, on pourrait même se demander si les nombres complexes existent dans la nature. D'un point de vue quantique, on peut s'en passer, on peut les simuler sans les utiliser. Et j'ai envie de dire que ça vient, qu'au fond, l'avantage vient de ce que j'appelle le calcul euclidien, c'est-à-dire qu'on est sur un espace avec une métrique euclidienne qui nous permet de manipuler des matrices unitaires et de la géométrie. Et c'est ici, pour moi, que sont les fondements des accélérations quantiques. Alors, pourquoi? J'ai juste fait ce petit schéma. À gauche, je mets, de façon très schématique, ce qui est le calcul probabiliste, et à droite, le calcul quantique. Et on voit que si on a n bits aléatoires, la distribution de probabilité a un support de taille 2 puissance n, comme une superposition quantique. Donc ici, c'est exactement la même chose. Les normes sont différentes. Donc là, on appelle la norme L1, c'est-à-dire qu'on fait la somme des valeurs absolues des coordonnées, ce qu'on appelle la norme de Manhattan, c'est-à-dire comme si on se déplaçait uniquement dans deux directions. Alors qu'en quantique, donc, on a la norme euclidienne, donc plutôt courbe. Donc, les coordonnées ne peuvent pas être négatives, les probabilités ne peuvent pas être négatives. Donc, bien sûr, on a des interférences uniquement constructives, alors qu'en quantique, elles peuvent être destructives. On a aussi des transformations linéaires en probabilité, qui sont appelées des matrices stochastiques. Et en quantique, donc, c'est des matrices unitaires, donc des rotations ou des symétries. Et donc, ce que cela nous permet d'avoir, qui n'existe pas en classique, c'est tout un tas d'outils mathématiques, je ne vais pas tous les énumérer, qui nous permettent d'avoir ces accélérations. Et pour moi, c'est vraiment ces outils proviennent de ce que j'appelle donc le calcul euclidien. Bon, c'était un peu rapide, mais c'est un petit répondre à quelques questions que j'ai eues et un petit bilan de d'où viennent cette supériorité quantique. Alors aujourd'hui, on va parler de calcul distribué. C'est le domaine que j'ai choisi pour ouvrir. Alors le calcul distribué, donc c'est un peu rapide, mais en transparence, c'est un domaine qui est énormément développé en informatique classique, avec des concepts théoriques et appliqués. Et donc, ce que je veux reprendre ici, c'est certaines motivations. Donc la première, c'est le fait que les données sont décentralisées, elles sont en plusieurs lieux. Et donc, ce qui est le cas, par exemple, quand vous faites le calcul dans le cloud, et c'est ce qui sera un peu repris dans le séminaire. Et vous avez aussi plusieurs serveurs, et ces serveurs doivent communiquer entre eux. Ils doivent communiquer, et ces serveurs, s'ils ne sont pas chez vous, c'est parce qu'ils ont des puissances de calcul et de stockage énormes. Donc souvent, le goulot d'étranglement, c'est la communication. Donc on s'intéresse à quelle quantité on s'intéresse à minimiser la communication, et c'est ce que nous allons regarder en premier. La deuxième motivation, c'est plusieurs ordinateurs peuvent faire plus qu'un ordinateur, y compris quand ces ordinateurs sont petits. Donc parfois, plusieurs ordinateurs, tous les ordinateurs de la planète mis ensemble seraient sans doute plus puissants que le plus grand supercalculateur, à ceci près qu'ils doivent communiquer entre eux. Voilà. Donc comment optimiser cette puissance qui est répartie? Donc ça, on va en parler aussi rapidement à la fin. Quelque chose que je ne vais pas explorer, c'est lorsque le réseau est en fait complètement inconnu. Donc, c'est sans doute ce qui se produit en pratique lorsque je prenais cet exemple de plusieurs petits ordinateurs, c'est qu'on ne sait pas vraiment où sont ces petits ordinateurs.
on ne sait même pas si on peut leur faire confiance. Donc il y a des tâches en commun à résoudre qui sont par exemple la synchronisation, localisation, et ça je ne vais pas l'aborder, mais ce sont des domaines pourtant abordés en informatique quantique. Et si je peux résumer le point commun de tous ces domaines, c'est arriver à exploiter à grande distance les avantages du calcul quantique qui sont la rapidité et la sécurité. Et pour vous, donc je parle d'ouverture, je disais qu'est-ce qu'on pourra faire le jour où on pourra avoir des réseaux d'ordinateurs quantiques. Alors il faut voir que c'est un projet, ça s'appelle l'Internet quantique, qui existe, qui est soutenu par la communauté européenne et qui considère aussi un réseau quantique avec des nœuds qui ne sont pas des ordinateurs quantiques forcément, mais des petits calculateurs qui existent déjà. Donc il y a des considérations pratiques à ces questions aussi, qui sont actuellement développées, et j'ai mis l'adresse du projet si vous voulez en savoir plus. Ok, donc nous allons nous intéresser à ces deux premiers points. Alors la première partie, je disais, on a deux serveurs voilà, qui ont de grosses données, peut-être doivent synchroniser ces données ou traiter une tâche qui nécessite des données qui ne sont pas au même endroit, donc à 2 endroits, 3 endroits, etc. Et là, on va s'intéresser donc à quel est le coût de communication. On va supposer que le goulot d'étranglement, c'est vraiment la fibre Internet ou la communication satellite, par exemple. Alors, c'est un modèle très ancien, en fait, qui a été introduit par Yao en 1979. Et donc, alors dans ce modèle, il y a, on considère ici, mais on pourrait le généraliser, que 2 serveurs, on modélise par 2 participants, et comme en cryptographie, ça s'appelle toujours Alice et Bob. Donc chacun a son choix d'Alice et Bob. Et donc, initialement, chacun des... donc ces 2 Alice et Bob ne sont pas au même endroit. Alice a une donnée X, Bob a une donnée Y. Et ils vont s'échanger des messages. Donc ici, Alice commence, donc envoie un message qui dépend de son entrée X. Bob va répondre avec un autre message qui dépend de son entrée et bien sûr du message d'Alice qu'il a reçu, etc. Quand ils ont fini de communiquer, eh bien, Alice va répondre, donc ce que j'appelle par une fonction qui dépend de son entrée, et M qui est la séquence de tous les messages qui ont été échangés, et Bob fait pareil. Donc en général, Alice et Bob veulent résoudre une tâche commune. Elle ne pourrait ne pas être commune, mais en général, pour nous, elle sera commune, et on va considérer qu'ils veulent évaluer une certaine fonction, donc résoudre un certain problème en commun, et ce problème dépend de X et Y. Donc, vous voyez, donc Alice ne peut pas le faire seule, Bob ne peut pas le faire seul. Et il faut que la réponse d'Alice avec la séquence de messages soit la même que Bob avec l'entrée de Bob, séquence de messages. Et ce qu'on mesure ici, c'est le coût de communication, c'est-à-dire combien de bits ont été échangés. Il est intéressant aussi parfois de mesurer combien de messages ont été échangés, c'est-à-dire quelle est l'interaction. Mais pour nous, aujourd'hui, ce qui va surtout nous intéresser, c'est combien de bits ont été échangés. Donc comme si on payait 1 euro par bit échangé. Peut-être c'est un peu cher. Alors, quelles sont les applications de cet outil? On peut dire qu'en 1979, les outils n'étaient pas forcément le calcul distribué sur Internet ou dans le cloud. Et en fait, c'est un outil de complexité qui permet de prouver des bornes inférieures, un peu comme on a fait la dernière fois, de montrer qu'on a un algorithme qui ne peut pas faire mieux que celui qu'on a trouvé. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle s'applique à énormément de types d'algorithmes. Et elle continue à s'appliquer à tout un tas de types d'algorithmes qu'on continue d'inventer aujourd'hui. Donc, on peut vraiment dire que c'était une vision de Yao de mettre le doigt sur un modèle de calcul axé sur la communication qui permet de prouver des bornes inférieures. Alors, complexité en requête, on a vu la dernière fois complexité en requête, des bornes inférieures, donc des limitations au calcul quantique. Et bien, en fait, on aurait pu le faire via la complexité de la communication. On parle aussi des bornes inférieures sur les mémoires nécessaires pour les algorithmes de streaming, la communication nécessaire, bien sûr, lorsqu'il y a plus de participants en calcul distribué. Et de façon surprenante aussi, quand on cherche à construire un circuit imprimé,
Au fond, l'accès à l'entrée est contraint parce que l'entrée arrive à un bout du circuit, à des endroits différents, et on peut optimiser et voire montrer qu'on ne peut pas optimiser plus certains circuits imprimés en considérant ce type de problème. Ça, c'est assez surprenant. Alors, il y a d'autres applications vers des notions plus complexes, voire généralisées. Donc, on parle de théorie de l'information, confidentialité, que j'ai mis 2 fois parce que c'est important. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ce sera des choses qui seront peut-être un peu vues dans le séminaire. Alors, formalisons un petit peu, donc, que je vais appeler la complexité D de F, la meilleure complexité possible pour calculer la fonction pour un protocole déterministe, c'est-à-dire, dans le pire des cas des entrées x, y, combien il faut échanger de bits pour calculer la fonction par le meilleur protocole. Et puis, bien sûr, je vais mettre R lorsque c'est probabiliste et Q lorsque c'est quantique. Alors, initialement, hein, les 2 participants, Alice et Bob, sont séparés, n'ont rien en commun, à part une stratégie commune. Ils n'ont rien en commun. Alors, il y a des variantes. Si on revient un peu aux inégalités de Bell, on avait regardé un peu cette notion de variable cachée, donc, qui est en fait de l'aléa caché. Donc, il y a une variante où, au début, Alice et Bob ont accès au même aléa et le même des 2 côtés. Ou alors avec de l'enchevêtrement initial, c'est-à-dire, par exemple, ils partagent une paire EPR. Donc moi, je ne vais pas considérer cela au début, c'est vraiment aucun enchevêtrement, rien n'est partagé. Est-ce que tout de même, il peut y avoir une supériorité? Ce n'est pas évident a priori. Alors, il faut dire un peu mathématiquement ce que ça veut dire un protocole de communication, parce que je l'ai dit un peu schématiquement. Alors, ce n'est pas complètement évident, mais encore une fois, les circuits vont nous aider. Donc j'ai mes 2 entrées x, y que je vais mettre sur 2 registres. Donc là, j'ai le x, a pour dire que c'est du côté d'Alice, y du côté de Bob. Et puis j'ai une fonction que je veux calculer. Cette fonction prend en entrée, vous voyez, n bits qui proviennent de x et encore n bits qui proviennent de y. Donc au début, ça c'est l'espace de travail d'Alice, l'espace de travail de Bob, et il y a le message. Donc que fait au début Alice? Elle fait une transformation unitaire sur son entrée et calcule son message. Et ce registre, maintenant, part chez Bob. Donc Bob peut maintenant faire une transformation unitaire qui dépend du message et de son espace de travail. Puis, il peut maintenant écrire sur le registre de message le 2e message qui part chez Alice, etc. Donc c'est le modèle mathématique, si vous voulez formaliser ce qui est un protocole de communication quantique. On ne va pas trop le faire, mais on va le faire lorsque c'est important. Alors, on n'a pas envie de recommencer à zéro. On a fait des algorithmes qui avaient des avantages, et essayons de voir si on ne peut pas directement en déduire un avantage pour un protocole de communication. Alors, nos algorithmes, une partie de nos algorithmes, beaucoup avaient des oracles. On accédait à l'entrée en faisant des questions. J'ai dit que le modèle de complexité de la communication était adapté pour modéliser lorsqu'on a des contraintes d'accès. Essayons de vérifier cela. Donc un algorithme à oracle, je vous rappelle, on a une entrée, mais on ne peut pas vraiment lire l'entrée. Il faut utiliser une procédure qui, lorsqu'elle prend en entrée donc un bit de position et un bit de réponse, va mettre la valeur du im bit de x dans le bit de réponse en faisant un ou exclusif. Lorsque b égale 0, on voit i0 s'en va sur ixi. Et un circuit qui donc accède à l'entrée de cette façon-là, donc on voit en entrée, il n'y a rien que des zéros. On fait des transformations unitaires et de temps en temps, on peut aller lire l'entrée de cette façon contrainte. Et on alterne un calcul, une requête, un calcul, une requête, etc. Et on compte dans ce modèle le nombre de fois qu'on a fait une requête, le nombre de fois qu'on a mis la porte de l'oracle. Alors comment transformer ça en un problème de communication, de sorte qu'on pourrait garder l'avantage qu'on aura eu? Alors, il y a la technique s'appelle lifting. Donc, j'ai une variable, j'en voudrais 2. Donc, comment je peux faire? Et donc là j'ai appelé ma fonction g. Et bien, ce que je pourrais faire, donc là, j'ai n bits, et je peux appeler la fonction g en composant bit à bit les bits de x, y. Donc là, j'ai fait la multiplication, c'est-à-dire le et logique. Donc en faisant simplement ça, j'ai maintenant une fonction qui dépend de 2 fois n bits, Alice à x, Bob à y, et je veux calculer la fonction g
tel que chaque bit est formé du et bit à bit des entrées d'Alice et Bob. Et donc le théorème, assez sympathique, c'est que la communication pour cette fonction, c'est de l'ordre du nombre de requêtes à la fonction initiale, et j'ai des facteurs logarithmiques. Alors, donc, je vais présenter la preuve, juste quelques mots. L'idée, c'est que comment on démontre ce genre de choses? Eh bien, il faut construire un protocole qui utilise ce circuit-là. Supposons qu'il y a un circuit là avec de T requêtes qui calcule la fonction, alors peut-être avec une petite erreur, hein, je ne l'ai pas mis pour simplifier. Quel va être le protocole? Donc l'idée, c'est qu'un des deux joueurs, par exemple Alice, va faire l'algorithme. Donc Alice peut très bien appliquer cette chose-là. En revanche, ici, là, Alice, imaginons que je veux accéder à la première entrée, elle doit faire le et de 2 bits. Donc là, elle va avoir besoin de Bob. Et donc, il va y avoir un coût de communication à chaque fois qu'il y a une porte oracle, et ce coût va être très petit. Donc, ce que je viens de dire. Donc, je fais la preuve de façon schématique. Donc, souvenez-vous, la seule chose que doit faire Alice, c'est arriver à simuler l'oracle, sachant qu'il lui manque une partie de l'entrée, il lui manque les Y. Donc, elle doit simuler l'oracle d'accès à cette fonction, à cette entrée composée bit à bit. Donc, en fait, ce que veut faire Alice, elle veut réaliser cet oracle où l'entrée n'est pas x, n'est pas y, mais le et bit à bit de x et y. Donc, ayant en entrée i et le bit de réponse, elle veut faire le ou exclusif avec le et des deux bits correspondants. Alors, initialement, Alice a le registre de requête, un bit de travail à 0 et le bit de réponse. Et Bob a aussi un bit de réponse. Et là, je fais le circuit. Et on va voir assez rapidement que tout se passe bien. Donc d'abord, au fond, Alice a x, donc elle fait l'oracle de requête pour x. Elle le fait en mettant le bit de réponse à 0, donc elle obtient xi. Bob voudrait faire pareil, mais Bob n'a pas i. Donc Alice envoie à Bob i. Alors à cet endroit-là, Alice n'a plus i. Donc Bob a i et donc peut calculer de la même façon yi sur son bit. Maintenant, avec les deux, on aimerait vouloir répondre. Le problème, c'est que le yi n'est pas chez Alice et chez Bob. Donc Bob envoie ce bit à Bob, à Alice. Bob envoie la réponse à Alice. Alice a maintenant xi, yi. Et bien, il y a une porte logique qui fait très bien les choses, ça s'appelle le contrôle note ou la porte Toffoli, qui va exactement faire ce que je veux. Il faut que je revienne quand même à la position de départ. Donc il faut que je remette des zéros ici. Donc je dois renvoyer le yi à Bob, qui appelle une deuxième fois l'oracle. Donc l'oracle est bien fait. Quand on l'appelle deux fois, comme c'est du oui exclusif, et ben le yi disparaît. Alice veut aussi effacer son bit de travail, mais elle n'a plus i. Donc Bob doit lui renvoyer i, et elle peut enfin effacer le bit de travail. Donc c'est assez élémentaire, il faut bien le faire. On voit ici ce qui est important, ça nous est arrivé quelques fois, mais je ne l'ai pas dit souvent, que les bits de travail reviennent bien à 0. S'ils dépendaient de xi encore et de yi, on ne pourrait pas faire d'interférence. C'est important. Donc on voit que j'ai log n bit là et 1 plus 1. Donc c'est très simple. Donc application, est-ce que j'ai des problèmes comme ça qui au fond, je peux me ramener à un problème que j'ai déjà étudié et je réconcilie les entrées distribuées en faisant des et bit à bit. Et bien, il y a un problème qui est très naturel qui s'appelle set disjointness. Donc c'est un peu comme un problème d'emploi du temps. Alice et Bob vont très loin, ils veulent trouver un créneau conjoint pour se rencontrer. Et donc la liste, par exemple, de toutes leurs possibilités, c'est là où il y a un 1, et leur calendrier est modélisé par une chaîne de n bits. Et donc ils veulent trouver un 1 en commun. Donc je l'ai dit ici, x et y, c'est une chaîne de n bits, et la réponse à disjointness, c'est 1 s'il existe une position pour laquelle ils ont un 1 en commun. Donc là, je simplifie le modèle, je ne cherche pas à trouver cette position, mais je pourrais le demander. Et c'est 0 sinon. Alors ce problème est difficile dans le sens que, en classique, déterministe comme randomisé, il demande une communication de l'ordre de n bits.
Alors pourquoi c'est difficile? Parce que ça, j'aurais pu le dire au début. Alice peut toujours envoyer toute son entrée à Bob et Bob toute son entrée à Alice. Et ça prend n bits de communication. Donc lorsqu'on arrive à n, on dit que c'est difficile. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux en quantique? Alors avant de ça, donc, ce petit problème en fait, est très important. Il est étudié de plein de variantes différentes. Donc, vous avez même un article qui lui est dévoué sur son histoire. Et c'est une sorte de problème un peu complet, l'équivalent de NP complet pour la communication. Alors, on peut réaliser que lorsque le disjointness, c'est en fait un OU de et. On veut savoir s'il y a un 1 en commun, et quand il y a un 1 en commun, ben, xi et yi égale 1, ou xi fois yi égale 1. Donc, disjointness, c'est rien d'autre que le OR, le OU, de la composition précédente. Mais la complexité en requête du OU, on le connaît, c'est racine de n. C'est la commune de Grover. Donc là, on a directement que la complexité de communication de disjointness, c'est au plus log n fois racine de n. Bon, c'est un résultat assez ancien. Alors, la borne inférieure est en racine de n. Là, je ne présente pas de preuve de borne inférieure. Et ça a été démontré par Razborov en 2003. Et donc, il y avait un problème de logarithme qui restait. Et donc, ça a été enlevé par, encore une fois, des techniques de marche aléatoire, de marche quantique. Depuis que j'ai défini marche quantique, j'ai dit au moins marche quantique à chaque cours, parce qu'effectivement, on les retrouve partout. Il y a un autre résultat plus récent, vous voyez, donc il a fallu 12 ans, qui est assez fabuleux. Si on regarde le nombre d'allers-retours, c'est-à-dire le nombre de messages, je vous dis là, on regarde en général le nombre de bits échangés. On pourrait essayer de voir quelle est l'interaction. Est-ce que Alice envoie une fois racine de n bits et c'est terminé? Alors, dans le protocole qu'on a vu avant, on voyait bien que sur chaque question, il y avait 2 allers-retours. Donc, il y avait vraiment de l'ordre de racine de n messages. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc là, il y a quelque chose qui est très joli qui dit qu'en fait, non. C'est-à-dire que si on fait qu'un seul ou un nombre constant de messages, alors la complexité revient à nouveau n. Ça, c'est vraiment très beau, qui dit que pour avoir la complexité racine de n, il faut vraiment de l'ordre de racine de n interaction. Et ce type de résultat a beaucoup d'implications donc en informatique quantique. Donc voici la première application. Alors, bon, gain quadratique, au fond, ce serait bien de faire mieux. Okay. Donc revenons au fond à notre première séparation exponentielle avec Oracle, ça tombe bien, qui était Dutch-Yoja. Dutch-Yoja, je vous rappelle, on a une série, on avait une fonction, elle était soit constante, soit équilibrée, il fallait distinguer entre les deux. Donc il va falloir un peu essayer de coder ça de façon distribuée. Alors, là, je n'ai pas de fonction, j'ai des entrées, donc xy de n bits, et je vais dire que mon Dutch-Yoja est 1 si x égale y, et 0 sinon. Bon, là, c'est un petit peu trop dur, donc je vais rajouter une promesse, hein, comme dans Dutch-Yoja, j'ai une promesse, c'est quand x n'est pas égal à y, alors il diffère exactement en n sur 2 positions. C'est un peu l'équivalent de équilibré. Alors, ce problème reste difficile de façon déterministe. C'est-à-dire qu'il faut envoyer tout le x, malgré cette promesse. Alors, en quantique, et là, c'est vraiment l'équivalent de Dutch-Yoja, une requête suffit. Alors, pourquoi? Eh bien, on va pouvoir se ramener à Dutch-Yoja. Excusez-moi, un nombre de requêtes logarithmiques suffit. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se ramener à Dutch-Yoja en réalisant que la fonction qui a un indice i, alors i c'est jusqu'à grand n, associe le et des 2 bits, comme tout à l'heure. Alors regardons cette fonction, et bien, en fait elle satisfait la contrainte de Dutch-Yoja. Si x égale y, excusez-moi, je suis allé trop vite, comme d'habitude, donc là c'est le ou exclusif. Le xi ou exclusif yi. Si x égale y, eh ben, le ou exclusif annule les deux et cette fonction vaut toujours 0. Okay. Et si maintenant xi et y diffèrent en n sur 2 positions, eh bien, cette fonction vaut 0 lorsque xi égale yi et 1 lorsque xi est différent de yi. Donc on a créé une fonction équilibrée. On sait que la complexité en requête
de Dutch-Josa est 1. J'applique encore une fois le théorème d'avant de simulation et j'arrive à logarithme de n. Donc là, je suis content, j'ai quand même une séparation exponentielle. Alors, comme pour Dutch-Josa, on a répondu à une question qui n'est peut-être pas très utile. Donc on va essayer de voir un problème peut-être pas très utile, donc on va essayer de faire mieux. L'autre problème, comme Dutch-Josa, c'est qu'au fond, j'ai une réponse probabiliste très simple. Si alors ici, ce protocole n'a pas d'erreur, mais bon, je pourrais en tolérer une petite. Quand on fait du quantique ou du probabiliste, en général, on tolère une erreur constante suffisamment petite, par exemple un tiers. Alors comment je fais pour résoudre ce problème? Si j'autorise une erreur, Alice choisit 3-4 positions au hasard, envoie ces positions et les bits correspondant à Bob, et Bob vérifie. Et là, si elle diffère en la moitié des positions, je vais voir qu'il y a une erreur sur une des positions que j'ai prises au hasard. Donc, je n'ai pas une séparation exponentielle dans le cas probabiliste. Alors, je pourrais essayer de faire mieux. Je pourrais essayer d'aller voir Bershaing-Vazirani. Ce n'est pas complètement évident. En tout cas, on aurait envie d'utiliser le produit scalaire. Donc, ça tombe bien, produit scalaire, il y a déjà 2 entrées. Produit scalaire entre 2 mots de n bits, c'est la parité des et bit à bit. Donc, c'est la parité des bits à bit. Il se trouve que ce problème est difficile en classique et en quantique. Alors là, du coup, ce n'est pas le bon problème. C'est bien de voir qu'on a un problème difficile. Il est intéressant de voir pourquoi il est difficile en quantique. Je n'ai pas écrit de preuve, mais en quelques mots, si on a un protocole qui est capable de faire cette transformation, de faire ce calcul, Bob pourrait l'appliquer pour une superposition de Y, et Bob pourrait récupérer en fait la transformée de Fourier de l'état X. Et la transformée de Fourier de l'état X, Bob pourrait refaire une transformée de Fourier et retomberait sur X. Donc en utilisant un protocole pour le produit scalaire, on pourrait transmettre X. Et là, les arguments de théorie de l'information classique restent au quantique. Pour transmettre n bits, il faut envoyer n bits à une constante près. Donc ce n'est pas la bonne direction, il faut aller autre part pour avoir une meilleure séparation. Alors revenons au Dutch-Josa distribué, et c'est là où je vais autoriser un petit peu plus dans le modèle. Quand on n'y arrive pas, on change le modèle ou on change le problème. Donc là, j'ai envie de garder ce problème jusqu'au bout de cette partie-là. Donc je vais changer le modèle, je vais autoriser de l'aléa partagé au début ou de l'enchevêtrement au début, un peu comme les inégalités de Bell. Et je vais quand même garder ma promesse. Alors comme ça reste un petit peu trop dur, je vais faire en fait ce qu'on appelle une relation. Je ne vais pas sortir un bit, c'est-à-dire 1 s'ils sont égaux et 0 s'ils sont différents. Je vais sortir log n bits. Pas beaucoup, mais en tout cas, je veux que... Donc c'est une sorte de compression. J'ai x et y, et je veux sortir... donc Alice va me donner petit a, petit b, exponentiellement plus petit, qui conserve la propriété d'égalité. C'est-à-dire si x est égal à y, alors a égale b, les sorties. Et si x est différent de y, alors a est différent de b. Donc on va petit à petit vers ce qu'on appelle des protocoles d'empreinte. C'est-à-dire que je veux une compression qui me préserve le fait d'être égal ou différent. Alors, c'est bien fait, bien sûr, parce que ça ne sert à rien, en fait, cette compression d'un point de vue classique. Voilà. En revanche, d'un point de vue quantique, on peut faire avec 0 question. Alors, voici le protocole. On va l'analyser. Et je le trouve assez joli. Donc, on va utiliser des paires EPR. Donc, au début, Alice et Bob partagent plusieurs paires EPR, en fait, log n. Et si vous prenez log n paire EPR et que vous développez toutes les superpositions, en fait, vous avez tous les entiers on a tous les mots à log n bits, et donc ce sont les écritures binaires de tous les entiers de 0 à n-1. Et la corrélation entre Alice et Bob, donc le A, c'est pour dire que c'est Alice, B, c'est Bob, fait que c'est le même entier. Il y a l'enchevêtrement, c'est une superposition avec les mêmes entiers des deux côtés, mais tout ça, bien sûr, en superposition. Donc, tout ça pour dire qu'Alice et Bob partagent
le même entier, mais cet entier est en superposition. Alors, Alice et Bob ont chacun x et y. Donc, Alice va simplement, pour chaque i, mettre moins 1 puissance xi, qui correspond à son bit x. Et Bob va mettre aussi moins 1 puissance yi. Donc ça, ce sont des transformations unitaires. Donc, Alice envoie i sur moins 1 puissance xi, et Bob envoie i sur moins 1 puissance yi. C'est une transformation unitaire, ils peuvent le faire, je n'ai même pas besoin de savoir comment, je mesure que les échanges. Alors, on a vu que ça correspond à un modèle d'oracle aussi qui se déduit des requêtes que j'ai modélisées avant. Ils n'ont toujours rien échangé là. Ensuite, ils appliquent Hadamard sur chacun de leurs qubits. Quelque part, donc, on va voir ce que ça fait. Et maintenant, ils mesurent chacun de leurs registres, donc ils obtiennent log n bits, et c'est leur résultat. Donc, ils n'ont toujours pas communiqué. Donc, c'est ce que j'ai annoncé, on ne communiquait pas. C'est une sorte d'inégalité de Bell généralisée ici. Donc, on montre que pour faire aussi bien, il faudrait beaucoup communiquer en classique. Alors, pourquoi ça marche? J'ai mis le protocole pour qu'on voit que ce protocole est assez simple. Alors, supposons d'abord que x égale y. Et au fond, ce n'est pas très, très compliqué. X égale y, donc au début, on a cet état-là. On fait cette opération que j'ai décrite, mais xi égale yi. Donc soit j'ai 0 plus 0, donc le moins 1 puissance 0, ça fait 1, soit j'ai 1 plus 1, donc ça fait 2, moins 1 puissance 2, ça fait aussi 1. Donc on fait comme s'ils n'avaient rien fait. Vous remarquez qu'ici, on utilise la propriété du produit scalaire, c'est que le moins 1 puissance yi soit devant ce registre-là ou celui-là, c'est le même. Alors maintenant, ils appliquent Hadamard. Je prétends qu'il ne se passe toujours rien. C'est quelque chose qu'on avait vu lorsqu'on avait fait le deuxième cours, c'est que cet état est très particulier. Donc là, je regarde à nouveau, j'utilise le fait que cet état est un produit tensoriel de paires EPR partagées. Et on avait vu que lorsqu'on faisait une porte sur le premier qubit, c'était comme faire la transposée de la porte sur le deuxième qubit. Comme le Hadamard est le même, est ce propre transposé, en fait, c'est la même chose que j'applique Hadamard à gauche ou à droite. Mais comme je fais Hadamard des deux côtés et que Hadamard au carré égale l'identité, faire des Hadamard des deux côtés, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc dans ce cas-là, ce que font Alice et Bob se compense. Et donc, au final, ils ont l'état initial. Et là, si on observe, comme c'est l'enchevêtrement, si Alice observe I est aléatoire, mais Bob observe aussi I. Les résultats sont des paires II. Donc, ils observent bien la même valeur. C'est un entier entre 0 et n-1, ce n'est que log n bits. C'est la partie facile. La partie un petit peu plus difficile, mais pas beaucoup, si on s'y prend bien, c'est lorsqu'il diffère en n sur 2 positions. J'ai supposé que quand x était différent de y, il diffère en n sur 2 positions. Alors là, ce coup-ci, bien sûr, ça ne fait pas toujours plus 1, ça fait des fois plus 1, des fois moins 1. Alors maintenant, ils appliquent à Hadamard. Alors là, je vais utiliser le fait que Hadamard sur plusieurs bits quantiques revient à faire ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Vous vous souvenez? Donc j'avais dit, c'est simple, ça envoie I sur une superposition de tous les entiers avec un signe plus ou moins 1 qui dépend du produit scalaire booléen entre ici A et I. Donc, chacun de ces I s'envoie sur cette superposition. Ça, c'est pour Alice. Et puis pour Bob, la même chose, mais avec un autre A que je vais appeler B. Donc, j'ai fait le calcul pour vous. On voit que chacun des I s'en va sur un A, chacun des I de Bob va sur un B. Et puis là, j'ai mis tous les signes qui arrivent. Ils sont chaque fois multipliés par ce signe-là. Et on obtient cette magnifique expression. Donc on peut avoir un peu peur. Okay. Alors, il ne faut surtout pas essayer de faire plus qu'on demande. On veut juste montrer que, dans ce cas-là, ils observent des choses différentes. Donc regardons quelle est l'amplitude lorsque A égale B. On voit que cette amplitude soit égale à 0. Donc, quelle est l'amplitude quand A égale B? Ça tombe bien, A égale B, donc le ou exclusif bit à bit de A égale B, donc A et A, c'est 0. Donc 0 fois ce I, ça fait 0, et donc il ne reste que ça. Donc là, l'amplitude de n'importe quel AA, n'importe lequel, c'est cette somme-là qui ne dépend
pas d'heure. Et là, on utilise le fait que x et y diffèrent en exactement la moitié des positions. Donc sur ces positions-là, la somme fera 1, et donc j'aurai un signe moins, et sur les autres, ça fera plus 1, et donc j'aurai des amplitudes qui vont s'annuler. Et donc je n'obtiens jamais AA, j'obtiens toujours A différent de B. Donc c'est assez joli, et puis ça reprend des concepts qu'on avait vus à plusieurs fois dans le cours, donc c'est une sorte aussi de révision. Bon, c'est pas si mal, mais on aimerait aller un petit peu plus loin. Et au fond, cet enchevêtrement partagé, j'ai un peu triché, parce que j'ai dit que je ne voulais pas trop en parler aujourd'hui, je voulais voir la supériorité lorsqu'on n'avait pas d'enchevêtrement partagé. Donc il y a ce concept d'empreinte quantique, et que c'est quelque chose qu'on voit maintenant depuis plusieurs transparents. Donc j'ai remis le problème. Donc on veut savoir, au fond, si x égale y. On aimerait répondre à cette question, au fond, sans aucune hypothèse supplémentaire. Le fait que quand x est différent de y, il diffère beaucoup, je n'ai pas envie de cette hypothèse. Alors, quelle est la complexité de ce problème en classique? Ce problème est bien sûr beaucoup étudié. Alors, ce problème, schématiquement, c'est la version théorique des fonctions de HH, par exemple. C'est qu'on a téléchargé une très grosse bibliothèque, on veut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on ne veut pas tout retélécharger, on aimerait échanger très peu de bits pour vérifier qu'on a bien téléchargé ce qu'il fallait. Alors, de façon déterministe, c'est sans espoir, sa complexité n. Et de façon probabiliste, regardez, c'est quand même logarithme de n. C'est pas si mal. Alors, essayons de deviner un peu quel est le protocole. Alors, l'idée, si on reprend un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est au fond d'utiliser le fait que si Alice et Bob ont la même entrée, tous les bits sont identiques, mais s'ils n'ont pas la même entrée, il y a un bit qui va être différent. Et puis de façon déterministe, c'est sans doute un peu dur à trouver. De façon probabiliste, je peux essayer de le deviner. Donc, ce qu'il va faire Alice, elle va prendre une position au hasard, envoyer cette position et son bit, et l'envoie à Bob. Et Bob vérifie ce bit, et renvoie à Alice le résultat. Donc 1 si c'est égal, 0 si c'est différent. Donc c'est vraiment le protocole d'avant un des protocoles d'avant lorsqu'il différenciait beaucoup. Alors quelle est la complexité de ce protocole? C'est pas mal. Je dois envoyer 2 bits, celui-là et celui-là, et la position c'est log n. Si x égale y, il n'y a aucune erreur. Et bien sûr, tous les bits sont les mêmes. Si x est différent de y, dans le pire cas, il n'y a qu'un seul bit de différence. Et il faut que je tombe dessus, et la probabilité, c'est 1 sur n. Donc la probabilité de succès est au moins 1 sur grand n, ce qui n'est pas bon. Un probabiliste, je veux une probabilité de succès proche de 1. Donc au moins 2 tiers, au moins 3 quarts. Donc cette probabilité est trop basse, donc il faudrait l'amplifier. Alors c'est presque surprenant qu'on arrive à le faire. Et là, les codes correcteurs d'erreur viennent à la rescousse. C'est vraiment le but des codes correcteurs d'erreur. Un code correcteur d'erreur, donc déjà, il en existe. Ils sont déterministes, elles sont fixées une fois pour toutes. Ils envoient grand n bits vers grand m bits. Donc m est une autre valeur, plus grande. Et si x est différent de y, alors, sur le code de x et sur le code de y, il va y avoir plein d'erreurs. Donc plein de bits dans lesquels ils ne s'accordent pas, au moins 2 tiers. Et de tels codes existent avec un m qui n'est pas trop grand, qui est linéaire en n, donc par exemple 100 n. Ça, c'est assez spectaculaire, et c'est connu pareil depuis très longtemps. Donc ce code répond presque au problème. Donc on va concilier un peu le premier algorithme qu'on a vu classique de Dodge-Josa, c'est que maintenant qu'on a cette différence, il suffit d'appliquer ce protocole, pas sur XY, mais au code de X et au code de Y. Ce code est, lui, déterministe. Donc, en fait, on est en train de transformer un code déterministe en un code probabiliste, presque. Donc, on utilise ce code. Alice prend au hasard une position. Elle envoie le im bit, pas de x, mais de ex. Et Bob vérifie que le im bit de ey est le même. Et dans ce cas-là, eh bien, la probabilité qu'il voit une erreur est grande, elle est au moins 2 tiers. Donc ça, c'est vraiment très simple, et je n'ai utilisé aucun aléa partagé.
Alors, je suis à log n, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus en quantique. Donc, je vais compliquer la tâche. Et ce qu'on appelle la communication avec arbitre. Donc, toujours un modèle de Yao qui a aussi beaucoup d'autres applications théoriques, mais aussi pratiques. On peut voir ça comme une sorte, une notion d'empreinte qui identifie les gens. Alors, on est au fond exactement comme tout à l'heure, mais de façon surprenante, Alice et Bob peuvent plus se parler. Ils ne partagent aucun aléa, aucun enchevêtrement, ils ne peuvent pas se parler. Il y a une troisième personne, un arbitre, qui va les mettre d'accord. Donc, et l'arbitre ne veut pas interagir. Il reçoit un message d'Alice, un message de Bob, et l'arbitre se débrouille pour décider, la réponse je l'ai appelée T, en fonction des messages. Et bien sûr, c'est un travail collaboratif, tous ensemble, en tout cas Alice et Bob veulent convaincre l'arbitre, veulent aider l'arbitre pour calculer une fonction qui dépend de x, y. Alors ce modèle est important. On peut voir des applications pratiques, plein de clients, de façon massive, et Bob ne peut pas se permettre de communiquer avec tout le monde, mais il veut pouvoir calculer sans interaction, ou en tout cas une interaction qu'on appelle dans un sens. Donc, dans ce modèle-là, nous allons continuer notre étude de ce problème d'égalité. Donc, le problème est toujours le même. Et on est content, parce qu'il reste difficile, bien sûr, parce que j'ai mis plus de contraintes. Ce modèle est plus contraint, parce que Alice et Bob ne peuvent plus se parler. Donc, l'égalité nécessite toujours n bits d'échange. Et en probabiliste, je ne peux plus faire log n, mais je peux faire racine de n. Alors ce protocole, même s'il n'est pas quantique, je vous l'ai mis parce que je le trouve très joli. C'est aussi intéressant que ce protocole a été découvert par Ambainis, qui est un des piliers du calcul quantique. Donc c'était avant qu'il fasse du calcul quantique. Et le fait que ce protocole est optimal a été démontré par deux personnes, et Szegedi est aussi un pilier du calcul quantique. Alors ce protocole va utiliser juste ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que en fait, on peut supposer que soit x égale y, soit x et y diffèrent en beaucoup d'entrées, en beaucoup de bits, en beaucoup de positions. Je ne suis pas dans l'hypothèse de Deutsch et Joja où ils diffèrent exactement en la moitié, mais ils diffèrent en beaucoup de positions. Alors l'idée, c'est de voir comment faire apparaître une racine carrée. En général, une des techniques, c'est de voir plus x comme une suite, comme un vecteur presque de n bits, mais comme une matrice. Donc une matrice racine de n par racine de n, et les entrées de la matrice, ce sont les n bits. Donc maintenant, je veux voir, mais je ne change rien, c'est juste une vision, un encodage, le problème comme x et y, des matrices de trace racine de n fois racine de n. Et la question, c'est sont-elles égales ou pas? Sachant que si elles ne sont pas égales, elles vont différer en beaucoup d'endroits. Alors, il n'y a pas d'aléa partagé. S'il y avait un aléa partagé, c'est le protocole d'avant. Ils envoient la même position. Donc Alice et Bob ont des aléas différents. Donc Alice va envoyer une ligne au hasard. Donc une ligne, c'est taille racine de n bits. Bob envoie aussi une colonne, ce coup-ci, au hasard, aussi racine de n bits. Donc la ligne et la colonne s'intersectent. Donc Bob a au moins un bit, enfin il a exactement un bit, qui correspond à une position commune, donc une entrée commune dans x et y. Donc en envoyant racine de n bits, Alice et Bob arrivent à envoyer plein d'informations qui vont être inutiles, mais au moins une qui est utile, qui est un bit au hasard. Donc j'ai un bit au hasard, c'est le protocole d'avant. Ce bit permet de vérifier que dans cette position-là, on a le même. Donc je trouve ce protocole très élégant. Montrer qu'il est optimal est assez difficile. Donc en quantique, on va pouvoir faire mieux, bien sûr. On va pouvoir faire logarithmique. Alors cet encodage est important parce qu'il est utilisé après dans d'autres applications, en particulier pour prouver des résultats sur les codes correcteurs classiques, mais nous, on ne le verra pas. Alors, Alice et Bob, et pour moi, il est aussi surprenant parce qu'il n'y a pas de nombre négatif. Donc,
Donc il y a quelque chose que je me contredis par rapport à ce que j'ai dit au début. En tout cas, pas dans la communication. Alice et Bob vont essayer de compacter leur entrée. Et ils vont utiliser le fait, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu vu, vont utiliser log n bits pour encoder grand n bits. Mais c'est log n bits, donc c'est des bits quantiques en superposition. Donc voici la superposition. Donc I est un entier de 0 à n-1, donc il utilise log n bits. Et je rajoute un bit qui est le im bit de x. Donc on voit que cette superposition, que j'appelle A de x, utilise log n plus 1 bit quantique. Et Bob fait pareil. Donc taille logarithmique, c'est le message d'Alice et de Bob. On voit que ces deux entrées ne sont pas enchevêtrées, elles sont séparées, il n'y a rien. Alice de son côté, Bob de l'autre. Alors bien sûr, si x égale y, ces états sont le même. Alors j'ai oublié, vous l'aurez corrigé, j'ai oublié une petite... Si x est différent de y, on va montrer que, avec l'hypothèse qu'on a faite, et on a vu qu'elle ne nous coûtait rien, il suffisait de faire un code correcteur, donc on suppose qu'elle fait. Donc quand il y a plein de positions différentes, quel est le produit scalaire? C'est un vecteur, je peux faire un produit scalaire. Alors regardons. Alors déjà, j'ai un facteur 1 sur racine de n, 1 sur racine de n, donc 1 sur n qui apparaît. Et je fais le produit scalaire de ce vecteur avec celui-là. Donc, la seule chose qui reste, c'est les termes avec le même i de chaque côté et les produits scalaires de xi et yi qui, du coup, ne font pas 0 seulement si xi égale yi. Donc, dans la contribution, va arriver, en fait, le nombre d'indices i tel que xi égale yi divisé par n, soit simplement la probabilité que xi égale yi. Donc, ce produit scalaire est intéressant. Et il est petit, si je suppose que mes entrées sont loin. Donc voilà où j'en suis, mais je suis bien avancé. Comment je distingue ces deux choses? Eh bien, on utilise un test qu'on appelle le swap test. Et c'est un test qui est beaucoup utilisé en complexité de la communication, utilisé dans certains algorithmes d'apprentissage. On n'avait pas eu l'occasion d'en voir jusqu'à maintenant, et donc ce protocole, ce problème me permet de vous le présenter, parce que je ne pouvais pas terminer le cours sans vous le présenter. Donc ce test va permettre de distinguer ces deux cas. Deux vecteurs identiques ou deux vecteurs avec un grand produit scalaire, avec un petit produit scalaire. C'est-à-dire, en gros, deux vecteurs identiques ou deux vecteurs quasi orthogonaux. Alors, donc, je vais le présenter, mais croyez-moi, c'est facile, et donc, notre protocole est terminé, il est très simple, et il répond avec log n bits envoyé à l'arbitre, log n bits quantique, et donc on a ce qu'on appelle une empreinte quantique de taille logarithmique. Alors le swap test, donc, vous voyez, c'est très court, comme c'est très court, je peux faire le circuit. Donc j'ai une première superposition, une deuxième superposition, un bit de travail, et j'aimerais estimer le produit scalaire. Une fois que j'ai le produit scalaire, c'est presque terminé. Donc, on va faire une porte de Hadamard. Donc, voici où je suis. Donc, j'ai fait une porte de Hadamard sur le premier bit. Et je fais un contrôle swap. Donc, on a déjà vu l'opération de contrôle. C'est-à-dire que je fais le swap, c'est-à-dire que j'échange les deux registres si le bit égale 0 et 1 sinon. Alors, il faut que je développe. Donc, quand il est à 0, il ne se passe rien. Et quand il est à 1, vous avez vu, j'ai échangé les deux états. Et maintenant, je refais une transformation de Hadamard. Donc 0 va sur 0 plus 1 et 1 sur 0 moins 1, et je dois normaliser. Alors 0 ne m'intéresse pas, donc je ne le mets pas. Et 1, alors, donc j'ai un 1 qui vient d'ici et un moins 1 qui vient de là, parce que 1 va sur 0 moins 1. Donc j'ai 1 moins ici. Et là, on peut calculer la norme de cet état, c'est facile. Hein. Ça, c'est une norme 1. Et on obtient cette quantité intéressante, donc 1 moins le produit scalaire au carré divisé par 2. Donc si ces deux vecteurs sont identiques, le produit scalaire vaut 1, et donc je n'observe jamais 1. Donc quand les deux sont les mêmes, je ne vois jamais 1. Et quand le produit scalaire est petit, et dans le cas de l'empreinte quantique, c'était au plus 1 tiers, on calcule la probabilité d'observer 1 est au moins 4/9. Donc on a une séparation. Si vous voulez amplifier le 4/9, il suffit de le faire 2 fois. Donc ça s'appelle le swap test.
Et c'est une procédure qui permet de différencier les états lorsqu'ils sont égaux ou presque orthogonaux. Et bien sûr, c'est un protocole qui est robuste, peut différencier ce qui est proche de ce qui est loin. Donc c'est très utile. Ce n'est pas évident parce que ce sont des superpositions. Si je commence à les observer, je vais les perdre. Alors j'en ai fini avec les protocoles quantiques. Et bien sûr, je n'ai fait que le début. Beaucoup d'autres applications. On l'a senti sur certains protocoles, il y a des liens importants avec les inégalités de Bell et des liens aussi entre inégalités de Bell et complexité de la communication classique et probabiliste. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, ça a été découvert dans les années 2009. Donc on voit même des liens avec des quantités un peu physiques. Et un résultat même encore récent qui montre en fait que si on a une supériorité quantique sur la complexité de la communication, on a une violation d'une nouvelle inégalité de Bell. Il y a beaucoup plus de séparations qui existent. Et le dernier que je pointe rapidement, c'est une utilisation en classique pour montrer qu'une certaine approche pour résoudre le voyageur de commerce n'a aucune chance d'aboutir en classique. Et l'outil derrière, c'est la complexité de la communication quantique. Donc ça, c'est assez joli. Donc vous pouvez lire cet article, vous avez toutes les notions nécessaires. Donc dans le temps qui reste, je voudrais rapidement vous présenter un peu le calcul parallèle quantique. Alors, bien sûr, pourquoi paralléliser? Alors, je l'ai déjà un peu dit. Une des raisons, c'est au fond la loi de Moore qui nous dit que depuis plusieurs années, les calculs, au fond, s'accélèrent tout seuls, pas la peine d'améliorer les algorithmes. Mais au fond, comme nous arrivons à des processeurs de taille bientôt atomique, cela va s'arrêter. Donc, bien sûr, une réponse est d'améliorer les algorithmes. L'autre réponse, c'est de mettre plusieurs processeurs ensemble. Et donc, comment on parallélise? On effectue des tâches en parallèle et après, on les combine. Alors, comment les combiner? C'est l'art de l'algorithmique parallèle. Et une première réponse à cela, c'est le circuit. Bien sûr, les circuits ont une notion sous-jacente de parallélisme. Et c'est pour ça que la notion de profondeur du circuit est importante, parce que ça nous donne une notion de temps parallèle. Chaque porte qui sont appliquées sur des bits quantiques différents peuvent être appliquées simultanément. Et cette notion en fait, de parallélisme a été formalisée puisqu'il y a un lien très fort entre les algorithmes parallèles en fait, qui utilisent un nombre polynomial de processeurs et une mémoire partagée, et un temps parallèle qui est polylogarithmique. Ces algorithmes sont en correspondance avec les circuits logiques. Donc il y a de profondeur polylogarithmique et taille polynomiale. Donc il y a un lien, il y a une raison pour étudier ces circuits. Et donc il y a beaucoup de travaux, bien sûr, qui ont été faits. Et en particulier, dans ces algorithmes parallèles qui partagent une mémoire, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire. Et on retrouve ici des choses qui sont importantes pour le calcul quantique. Donc se pose la question, au fond, de la supériorité du calcul quantique face au calcul parallèle. Et il y a une notion qui est importante, qui n'est pas forcément capturée par ces modèles-là. C'est bien de parler de mémoire massive partagée, mais au fond, cette mémoire, il faut l'implémenter. Et souvent, une implémentation en gris fait sens, et je reviendrai sur ça. Alors, pour rapidement faire quelques comparaisons, je vais continuer sur ma lancée du modèle de requête. Bien sûr, c'est une partie très très restreinte du calcul parallèle, et je mets le doigt là où la supériorité quantique n'est pas évidente. Tout ce qui est supériorité exponentielle, bien sûr, je n'ai pas besoin de vraiment comparer, ça reste exponentiel et ça reste très intéressant. Là où il y a des gains polynomiaux, il est intéressant de comparer avec le calcul parallèle la supériorité quantique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en temps parallèle? Si j'ai P processeurs, par exemple,
je peux faire P requêtes simultanées à mon oracle. Ça, c'est un modèle raisonnable. Donc, quel genre d'accélération on peut espérer? Un facteur 1 sur P. Parce qu'en un bloc de questions, je vais faire P questions, et ces P questions demanderaient P requêtes séquentielles si je n'avais qu'un seul processeur. Inversement, elles peuvent être simulées par un tel processeur, donc on ne peut pas espérer un gain de l'ordre de 1 sur P carré. Le maximum qu'on puisse obtenir, c'est 1 sur P. Alors, deux exemples qu'on a vus plusieurs fois dans le cours. Le premier est lié à l'algorithme de Grover. Et donc là, j'ai pris des applications en cryptographie. Donc on a une fonction de hachage qui est aléatoire, c'est-à-dire qui va de n entier vers n entier. Et je veux chercher une pré-image. Okay, donc je veux chercher, par exemple, la pré-image de 7. Donc on peut supposer que, là j'ai supposé que j'avais 5 processeurs, je les ai coloriés. Chacun est en charge d'évaluer la fonction sur 2 entrées. Et puis on voit que le processeur orange a trouvé 7. Donc là, on voit bien que avec P bloc, on a divisé le nombre de requêtes par P, parce que chaque couleur, là, c'est réparti N sur P requêtes. Donc c'est pas mal. Est-ce que un autre exemple où on peut faire ce genre de choses, c'est recherche d'une collision. Je vous rappelle, je veux trouver deux valeurs, deux entiers, plutôt 2 points, pour lesquels H prend la même valeur. Donc, par exemple, H de 1 égale H de 4, par exemple. Donc, je veux trouver une collision. Alors, le paradoxe des anniversaires nous dit que quand la fonction est aléatoire, au bout de racine de n itérations, au bout de racine de n requêtes, on va trouver 2 fois la même valeur. Donc, encore une fois, maintenant que je sais ça, il suffit que je choisisse racine de n valeurs, que je les répartisse sur mes P processeurs. Chaque processeur va appeler la fonction sur ces valeurs et on va voir une collision. Donc on voit encore un gain. Alors là, je suis allé un peu vite parce qu'au fond, ces valeurs sont à des endroits différents, sont sur des processeurs différents. Il faut que ces processeurs communiquent. Et ça quand la mémoire est très très grande, alors il y a un principe holographique. Je ne suis pas expert de ce principe, mais en tout cas, il est à peu près admis que quand on a une grande mémoire, disons de taille S, alors accéder à cette mémoire, pour certaines requêtes, ça va prendre un temps qui ne va pas être instantané, ne va pas être logarithmique, il va être racine carrée de la taille de la mémoire. Donc sur ce problème-là, lorsque les processeurs doivent vérifier leurs valeurs, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et donc, ont été développées des architectures explicites avec des topologies connues. Et donc, ce que je propose ici de regarder, c'est le cas de la grille. Et donc, qu'est-ce que c'est une grille de processeurs? Chaque processeur fait sa propre requête et il ne peut communiquer qu'avec ses 4 voisins. Donc, il se peut que ici j'ai trouvé une valeur, 7, ici 7. Combien de temps ça va mettre pour la grille de processeurs de se rendre compte qu'on a trouvé une collision? Il se trouve qu'on sait faire des choses qui sont assez intéressantes. Alors, bien sûr, donc si j'ai P processeur, la grille fait racine de P fois racine de P. Donc envoyer une valeur le long de ce chemin, ça va prendre donc racine de P. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut trier en temps parallèle racine de P. Ça, ce n'est pas du tout évident et c'est assez surprenant. Et donc, avec ces deux possibilités, j'ai envie de comparer le calcul quantique avec un seul processeur quantique au calcul parallèle avec une grille de processeurs. Au fond, il n'est pas dit qu'actuellement, il y ait une différence de coût entre les deux, voire même peut-être la grille de processeurs coûte moins cher qu'un ordinateur quantique. Et c'est une comparaison qui a été proposée par Bernstein en 2009, donc elle ne sort pas de ma tête. Et donc je voudrais comparer donc, une grille de processeurs, donc mon paramètre c'est P processeur, avec un ordinateur quantique qui est sur un seul processeur de petit s qubits. Et je reprends mes problèmes. Le premier, donc, c'est recherche de préimage. Donc, chercher une préimage, algorithme de Grover, racine de n.
Quelle mémoire j'ai utilisée? Log n, dans le modèle à Oracle, ce qui est plutôt bien. En classique, je vous ai donc grille de processeurs. J'ai expliqué qu'on pouvait le faire en n sur p requêtes, en divisant les requêtes sur les processeurs. En revanche, à un moment, il faut que celui qui a trouvé communique. Ça va prendre un temps racine de p. Je vous ai dit que diffuser l'information, ça prend un temps racine de p. Alors dans le temps, ici, je devrais être un tout petit peu plus précis. Donc c'est à chaque unité de temps, je peux faire une requête. Et la contrainte, c'est que mon processeur a une petite mémoire. Parce que si mon processeur a une mémoire énorme, ça ne sert à rien que je me pose des questions de répartition de la mémoire sur une grille. Donc la contrainte, c'est que les processeurs ont une petite mémoire. Alors, ça, ce sont des détails si vous voulez vérifier les calculs. Néanmoins, tout ce que je dis fonctionne avec des processeurs de petite mémoire. Et d'ailleurs aussi de communication de petite taille. Et donc, on arrive à résoudre ce problème de p-image en n sur p plus racine de p. Alors, essayons de le comparer. Si je veux faire aussi bien que Grover, il me faut un nombre de processeurs qui est racine de n. Pas tant que ça. Si je veux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire racine cubique. Donc, au fond, la grille de calcul fait mieux que Grover au prix d'avoir ce nombre de processeurs. Donc, c'est une première comparaison. On voit que Grover s'en sort pas si mal. Alors, deuxième comparaison, c'est les collisions. Alors on voit qu'on va s'en sortir un peu moins bien. Alors, collision, donc on veut trouver deux points qui prennent la même image. Et donc ça, c'était un algorithme que j'avais présenté de Brassard, Royer et Tapp. Et en gros, il prend un espace qui est égal au nombre de requêtes, qui est racine cubique. Et en plus, on a besoin d'une mémoire quantique, plutôt une mémoire classique et un accès quantique à cette mémoire. Donc on a besoin d'une ressource qui n'existe pas encore. Et donc j'ai besoin que cette ressource soit cette taille-là. Même problème. Donc on a vu le nombre de requêtes grâce au paradoxe anniversaire racine de n sur p. Et puis donc avec des protocoles des algorithmes de tri en parallèle, on arrive à déceler la collision en racine de p étapes de communication le long de la grille. Donc pareil, on peut faire, si on veut faire comme l'algorithme quantique, il faut un nombre de processeurs qui est en fait même plus petit que tout à l'heure, donc racine sixième de n, et avec un nombre de processeurs qui est égal à la mémoire quantique ici, je fais même mieux. Je fais même puissance 1 sixième. Donc il faut voir, est-ce qu'un bit quantique égale un processeur? Bon. Enfin, une petite mémoire quantique, je devrais dire. Oui, c'est un bit. Donc cette comparaison était, en fait, en 2009, était assez critique pour le modèle quantique. Donc moi, je prétends que ce n'est pas complètement juste, parce qu'au fond, si on a une grille de processeurs classiques, peut-être qu'on peut avoir une grille de processeurs quantiques, d'autant plus que ces processeurs sont au fond tout petits, mémoire logarithmique, et sans doute qu'on aura prochainement des calculateurs de mémoire logarithmique. Donc allons-y, essayons de faire du parallélisme quantique. Alors, la motivation est grande. Si je reviens un peu à mes deux modèles de parallélisme, déjà, alors la première motivation, c'est que si le parallélisme permet de réduire le temps de calcul, ça me permettra de réduire le temps où mon calcul quantique doit être cohérent, et c'est important et c'est stratégique pour l'ère actuelle. Et il y a une première approche qui est basée sur les circuits quantiques comme pour les circuits classiques. Et on voit que plusieurs circuits quantiques et modèles de calcul quantique ont été développés pour vraiment utiliser la notion de parallélisme au sens des circuits comme pour tout à l'heure. Alors moi, ce qui m'intéresse, comme pour tout à l'heure, c'est le modèle par requête. Si l'on peut faire, donc comme pour tout à l'heure, le gain maximum qu'on peut espérer, c'est 1 sur p. Dans le cas du calcul de la préimage, j'oublie la notion de topologie pour le moment. En classique, au lieu de faire n, on fait n sur p. En quantique, au lieu de faire racine de n, on fait racine de n sur p. Donc on ne peut pas avoir 1 sur p, c'est optimal. On a un gain de racine de p uniquement. Et dans le cas de collision, vous voyez, vous avez un gain un peu meilleur qui est en p de tiers. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait très récemment. Et donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est de mettre une architecture 2D ici, parce que là, j'ai sans doute un modèle de mémoire qui n'est pas réaliste.
Alors, maintenant, je compare donc ces deux modèles, grille de calcul et grille de calcul quantique, avec les mêmes contraintes, mémoire polylogarithmique. Et donc, comparons. Eh bien, la partie préimage fonctionne très bien parce que chaque processeur sait au fond s'il a trouvé la préimage. Et donc ensuite, il fait ça de façon quantique avec son algorithme de Grover. Et comme il divise le domaine par P, il a un algorithme de Grover qui est en racine de n sur P. Et ensuite, il transmet tranquillement, classiquement, à toute la grille en temps racine de P. Et donc on voit que si on utilise plusieurs processeurs quantiques, eh bien, on peut faire mieux que la grille de calcul classique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout l'algorithme de collision. Eh bien, sur l'algorithme de collision, je n'ai pas de réponse. Donc ça, c'est un domaine, je pense, qui est important. Je voulais terminer par une question ouverte. J'ai mis ici ce qui serait raisonnable d'espérer. Donc ça, c'est la complexité en requête. Et je pourrais espérer que cette complexité en requête, lorsque je la mets sur la grille, vous avez vu, je mets tout le temps plus racine de P, donc je pourrais espérer que ça me donne un surcoût, pas plus que racine de P. Donc je n'ai pas réussi à le prouver. Peut-être pas grand monde a essayé encore. Donc espérons qu'on y arrive. Et dans ce cas-là, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on ferait mieux que la grille de calcul classique. Voilà, j'ai terminé avec cette parenthèse de calcul parallèle. Ah, ce n'est pas une parenthèse, cette dernière partie. Et donc, quelques références en lien avec le cours, comme d'habitude. Alors, j'en ai mis beaucoup, donc je ne vais pas en mettre beaucoup là. Sur le complexité de la communication, donc ici, j'ai un survey qui est intéressant, qui fait le lien donc, entre l'utilisation de la non-localité et la communication quantique. Et ici, j'ai un livre que je recommande, qui, en fait, la complexité de la communication tout court, classique ou pas. Et c'est un livre très récent qui montre tous les protocoles qui existent, toutes les méthodes que je n'ai pas abordées pour prouver des bornes inférieures sur ces protocoles, et les applications, plus importantes. Calcul parallèle, donc j'ai mentionné une thèse qui est celle qui a en fait considéré pour la première le calcul parallèle quantique sur cette grille de processeurs quantiques. Et puis un travail qui a suivi, qui s'intéresse à des notions similaires sur des réseaux de topologie variée. Donc je vous invite bien sûr à rester au séminaire qui va suivre, qui va regarder cet aspect que je n'ai pas développé, c'est donc utiliser des ressources quantiques dans le nuage, dans le cloud, lorsqu'on ne fait pas forcément confiance à ces ressources quantiques. Alors c'est le dernier cours, donc je vais en premier lieu remercier le Collège de France. Donc je pense que c'est avant tout un énorme soutien pour ce domaine qui est en plein essor. C'est aussi un domaine qui a besoin de nouvelles forces, donc c'est une occasion, j'espère, pour de nombreux publics d'apprendre. Donc je remercie le public en salle et à distance et aux questions que j'ai eues. Et donc je vous invite à continuer à m'en poser, même si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, j'y répondrai. Et ce n'est pas complètement fini, parce que la semaine prochaine, nous avons la chance, avec Alex Grillo, nous organisons un colloque ici au Collège de France sur les dernières découvertes du calcul quantique. Et une originalité de ce colloque, la première, c'est qu'il sera en présentiel. Et la deuxième, c'est qu'on a choisi de mettre en avant, pour les orateurs, de jeunes chercheurs, post-doc ou en fin de thèse, qui ne s'étaient pas rencontrés depuis 1 an et demi. Donc c'est une belle occasion de tous se rencontrer avec la relève de la communauté. Merci. Je m'arrête là.